nouveau webinaire, cette fois-ci sur le confort d'été dans son logement. Ce sont des webinaires qu'on organise depuis plusieurs années. On a commencé en fait pendant le confinement du Covid et comme on a vu que le format marchait bien, on a décidé de continuer à raison de 5, à peu près 5 éditions par an sur différents sujets en lien avec la transition énergétique. Et donc ce soir, nous recevons Loïc qui sera notre guest star et qui nous parlera de ce sujet. Loïc qui est, tu peux passer la suivante, qui Ok, est bonsoir. Donc Loïc Vélia, chargé de mission logement individuel à l'ALEC de Lyon. Donc j'accompagne les particuliers propriétaires de maisons et appartements dans leurs projets de rénovation énergétique. Et donc toi, Sylvain, je te laisse te présenter aussi. voilà, donc moi je suis chargé de mission sensibilisation événementielle à l'ALEC. Et voilà, ce soir il y a pas de, on était assez nombreux, mais on organise ce webinaire. Vous voyez les logos en partenariat avec nos amis de l'ALTE 69, l'agence locale de la transition énergétique qui s'occupe du reste du Rhône hors métropole de Lyon. Donc sur les consignes, comme je vous l'ai dit, normalement les micros et les caméras des participants sont coupés pour plus de fluidité. Les questions sont à poser sur le chat. Vous avez un onglet qui est l'onglet chat, hein, pas alors cette fois-ci c'est pas converser, mais c'est l'onglet chat. Le webinaire, comme chaque édition, il est enregistré, il sera disponible dans les prochains jours en replay sur les chaînes YouTube à la fois de l'ALEC Lyon et de la LTE 69. Donc si vous n'arrivez pas à tout noter, ben, vous pourrez revoir la présentation. Et puis on va vous présenter le déroulement, les grands points qu'on va aborder ce soir. Donc on refera une petite présentation de l'ALEC Lyon, de la LTE 69 et surtout du service France Rénov'. Je vous donnerai quelques points de contexte météo parce qu'on a démarré assez fort 2026 au niveau pic de chaleur. Puis je passerai la parole à Loïc qui abordera plusieurs aspects. D'abord des notions générales, puis les éco-gestes pour améliorer le confort d'été, les équipements et les petits travaux de rénovation. Et ensuite, on ira sur le volet un peu plus important, concevoir, rénover un bâtiment performant pour les gens qui ont cette possibilité. Donc voilà, en gros, différents niveaux d'action adaptés aux différents cas de figure que vous pouvez rencontrer chez vous. Donc le service France Rénov', donc c'est un service public pour mieux rénover l'habitat avec sur le territoire du Rhône deux associations. L'ALEC Lyon qui officie sur la métropole de Lyon, donc 58 communes et 1 400 000 habitants. On est situé entre Charpennes et Tonquin et les collègues de la LTE du Rhône la LTE 69 qui officie sur le reste du territoire du Rhône, donc qui sont financés par de nombreuses communautés de communes et qui eux sont localisés à Lyon 6e dans la gare des Brotteaux. Voilà, on fait partie d'un réseau national avec des centaines de structures partout, dans tous les départements de France, y compris dans les territoires d'outre-mer. Et au niveau local, on a une trentaine de conseillers énergie-climat qui se partagent entre les deux structures, certains plus spécialisés sur l'accompagnement des maisons, d'autres plus sur l'accompagnement des copropriétés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un service de proximité gratuit, indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux et sans intérêt commercial. Nous, notre rôle, c'est de favoriser la rénovation énergétique, de mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte d'accompagner au mieux les particuliers pour qu'ils fassent les projets les plus vertueux et qu'ils puissent mobiliser les aides qui peuvent exister aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Donc en gros, à chaque fois, on va conseiller aux gens de se mettre en relation avec l'espace France Rénov local et pour ça, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez France Rénov, ça vous demande dans quelle commune vous habitez et ça va vous sortir la structure la plus proche de chez vous. L'accompagnement fait par nos collègues conseillers pourra présenter plusieurs aspects, bien évidemment un volet technique, un volet environnemental et le volet financier avec un raisonnement en coût global et donc avec notamment des informations sur les subventions comme je vous le disais. Et puis, alors juste reviens sur la précédente, quelque chose sur lequel on revient régulièrement, quel que soit le sujet pour lesquels les particuliers nous contactent, on va avoir tendance systématiquement à
à favoriser la rénovation globale quand elle est possible. Ça sert à rien de mettre des panneaux solaires, par exemple, sur un logement qui n'est pas isolé. Donc voilà, on essaye à chaque fois de vous parler aussi bien d'enveloppe, de système, donc chauffage, eau chaude, ventilation, etc., de recourir éventuellement aux énergies renouvelables. Et donc, voilà, l'idée, c'est à la fois d'économiser de l'énergie, de moins dépenser d'argent, bien évidemment, et d'améliorer surtout le confort et la valeur patrimoniale de votre bien si un jour vous devez être amené à le vendre. Et puis, je vous ai rajouté une ou deux diapos sur le contexte météo quand même relativement spécifique qu'on a eu à ce printemps. Donc, on a eu une vague de chaleur exceptionnelle en mai. Donc, clairement, on vient de vivre la vague de chaleur la plus précoce de l'histoire des mesures, hein. On a eu 66 vagues de chaleur observées en France entre 1900 et 2026. Vous avez leur date de début dans l'année. Et clairement, il y en a une seule qui a eu lieu entre le 15 mai et le 1er juin. C'est celle qu'on a vécue cette année. Et ça n'était jamais arrivé. Alors bien évidemment, les éternels sceptiques vont vous dire oui, mais en 1976, alors effectivement, hein, en 1976, il a fait chaud, il a pu faire chaud, mais c'était pas du tout à la même période. Donc à cette période-là, ça n'était encore jamais arrivé dans l'histoire des mesures. Et je vous donne quelques exemples sur la diapo suivante. Donc le début d'année 2026 est le plus chaud jamais mesuré. On est à plus 2,1 degrés par rapport à la norme 91-2010. Le printemps 2026 est le plus chaud jamais mesuré, mais sera très largement au-dessus des normes. Et sur les 51 derniers mois, 47 ont été significativement au-dessus des normes. Et on peut quasiment dire qu'il y a plus de période froide en France. Voilà. Donc et la canicule qu'on a vécue est de très loin la plus chaude jamais observée, avec à son pic 24,83 degrés de moyenne nationale, soit 8 degrés par rapport aux normes, plus 8 degrés. On a battu à minima 1400 records de chaleur, ce qui en fait l'événement le plus spectaculaire jamais observé à ce niveau. Et si on compare les records de chaud versus les records de froid, et ben, en gros, en 50 ans de mesure, si on se focalise sur les stations qui ont plus de 50 ans de mesure, on a battu sur la dernière année 351 records de chaleur contre seulement 2 de froid. En gros, 99% des records sont des records de chaleur. Et sur les 10 dernières années, toujours sur les mêmes stations avec plus de 50 ans de mesure, on a battu 1729 records de chaleur contre 74 records de froid. Donc toujours pareil, dans les discours un peu sceptiques, il y a toujours des gens qui vont aller vous trouver une valeur à tel endroit, tel jour, etc. Ce qui est important, c'est de raisonner en termes de moyenne et de voir qu'un point isolé ne fait pas une tendance. Et la tendance, elle nous dit clairement que 96% des records ont été des records de chaleur, contre 4% seulement des records de froid sur les 10 dernières années. Tout ça pour vous dire, en gros, la conclusion un petit peu de tout ça, c'est de vous dire que le confort d'été, ça risque de devenir une problématique qui va durer sans doute maintenant beaucoup plus longtemps que juillet-août, que les 2 mois d'été classiques, d'où l'importance de s'en préoccuper. Et c'est vrai que quand moi j'ai démarré à l'ALEC il y a 26 ans, on parlait beaucoup énergie par rapport au chauffage, par rapport à l'hiver. Et de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des pics de conso en été à cause de la clim. Donc voilà, il va falloir s'habituer à vivre avec des périodes de chaleur plus longues et plus intenses, d'où l'importance de savoir s'en protéger, de savoir s'en prémunir. Et donc Loïc maintenant va pouvoir nous présenter tout ce qu'il est possible de faire dans son logement. Oui, merci beaucoup Sylvain pour cette introduction. Pour repréciser aussi, ce webinaire devrait durer 1 heure, plus ou moins, avec différentes sessions de questions-réponses. On prendra le temps à la fin de chaque sous-partie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat de Zoom et on y reviendra en temps voulu. Et donc c'est parti. Donc on va regarder déjà le confort d'été, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va jouer sur ce confort d'été-là? Donc c'est une notion qui est un peu propre à chacun, parce qu'il y a aussi du ressenti dans cette notion de confort d'été. Il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer, ce que l'on appelle donc le confort d'été.
Parmi les paramètres, on va retrouver donc la température ambiante, ce qui semble évident. La température ambiante, c'est celle qu'on va voir sur nos thermomètres. Vous avez aussi la température des parois, la température du mur, du plafond, du sol, qui est donc bien différente et qui va jouer sur votre température ressentie. On a la vitesse de l'air aussi, qui va jouer sur ce facteur-là, puisque plus l'air va se déplacer rapidement, plus on aura une température ressentie basse. Et donc, bien sûr, aussi le rayonnement solaire direct sur vous, occupant, va influencer la température ressentie. Donc, ces premières catégories-là, c'est plutôt les facteurs extérieurs qui vont jouer sur votre confort. Et ensuite, vous avez bien sûr votre tenue, l'activité que vous exercez, votre âge, votre santé, parce qu'on est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, pas tous égaux face aux fortes chaleurs. Donc, comment se protéger de tout ça? On voit ici donc quelques notions générales que l'on redétaillera plus tard. Donc, bien sûr, il y a la conception ou la rénovation du bâtiment. Donc là, ça va plutôt être des interventions relativement lourdes pour essayer de se séparer un maximum de ces fortes chaleurs, des rayonnements du soleil. Ensuite, il y a bien sûr l'activité à l'intérieur du logement qui va avoir un impact fort aussi, hein, sur la température que l'on aura dans, notre appartement ou notre maison. Donc, on va voir qu'en changeant certaines habitudes, donc ça aura un impact non négligeable sur, ce confort. On va essayer d'en voir un maximum, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses en lien avec cette thématique. Donc, là, on va essayer de présenter tout ça, d'en discuter, mais vous aurez aussi à la fin de cette présentation, la liste de plein de ressources en lien avec cette thématique. Et évidemment aussi, vous pourrez, solliciter nos services, donc la LTE ou la LEC, pour, discuter avec nos conseillers, conseillères, pour avoir des conseils sur vous, par rapport à votre cas de figure qui vous est propre, ce qui peut être mis en place pour améliorer votre confort, été comme hiver, selon vos besoins, bien sûr. Donc ensuite, vous avez donc l'occupation à l'intérieur, d'autres habitudes qui permettent aussi de se protéger de ces rayonnements extérieurs, de ces rayons du soleil. Vous avez le renouvellement d'air qui est, un volet très important aussi sur le confort et les systèmes qui peuvent être utiles pour avoir une température intérieure plus agréable, que ce soit des systèmes passifs ou actifs, et on va voir la différence plus tard. Donc d'abord, les éco-gestes et les habitudes à prendre pour avoir un été plus confortable. Donc ça semble évident, mais c'est vraiment important, donc je me devais d'en reparler. Vous avez d bien sûr le fait de fermer ou ouvrir les volets. Fermer ses volets, ça paraît être un geste anodin, mais si vous fermez vos volets la journée, bah, ça évite les rayonnements directs du soleil dans le logement, donc ça limite grandement cet apport de chaleur. Le soleil qui tape directement sur une vitre, c'est comme si vous laissiez un radiateur allumé, hein, finalement. Donc tout ça va participer à la surchauffe de votre logement. Donc bien fermer les volets la journée et puis plutôt en fin de journée, une fois que les températures extérieures sont plus basses que les températures intérieures, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres pour bien surventiler l'intérieur du logement. Mais il faut le faire au bon moment, lorsque les températures extérieures sont vraiment plus basses que les températures intérieures. Parce que parfois on a certains ressentis qui sont faussés, et on a l'impression que du fait qu'il y ait de l'air, du vent, la température est plus basse, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc surventiler la nuit, quand les températures sont plus basses, ça va avoir plusieurs intérêts. Déjà, ça va permettre de faire descendre la température ambiante du logement. En plus de ça, donc, ça va créer un mouvement d'air qui va permettre de diminuer votre température ressentie. Et aussi un autre facteur important, c'est que ça va permettre de décharger, déstocker la chaleur accumulée dans vos murs. Parce que vos murs, comme ils sont exposés au soleil toute la journée, ils vont emmagasiner cette chaleur-là, la restituer dans le logement plus ou moins rapidement, selon le matériau. Et donc, de fait, comme vous ouvrez un maximum le soir, que vous faites rentrer de la fraîcheur, ça va permettre de décharger ces calories dans les murs. Ils vont pouvoir, en plus de cela, faire le plein de fraîcheur pour restituer ce froid plus tard dans la journée ou plus tard dans la nuit, ce qui va permettre de garder un maximum, le plus longtemps possible, une température correcte à l'intérieur.
Donc, il ne faut pas hésiter à faire un maximum de courant d'air. Si on a un logement qui est traversant, c'est tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on ouvre quand même un maximum les fenêtres, si c'est possible, parce qu'il y a aussi parfois une question de sécurité. Quand on est en rez-de-jardin ou en maison, de ne pas forcément ouvrir ses fenêtres. Une solution dans ces cas de figure-là, ça peut être d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent en oscillobattant, par exemple, ou de fermer ses volets et d'ouvrir les fenêtres. Il y a différentes possibilités pour faire rentrer cette fraîcheur-là. Ensuite, il y a aussi donc, on l'a dit, éviter les apports de chaleur à l'intérieur. Parce que tous nos équipements électroménagers vont émettre de la chaleur. On a mis les plus évidents ici à gauche, le four, le sèche-linge, des choses comme ça. Bah, forcément, ça va émettre beaucoup de chaleur à l'intérieur du logement et participer à votre inconfort. Donc, on va éviter un maximum d'utiliser tous ces équipements électroménagers, parce que tous les équipements donc, qu'on a chez nous qui vont consommer de l'électricité vont diffuser un peu de chaleur. Tout ça mis bout à bout, ça va avoir une énorme différence sur votre confort. On va voir un peu un détail sur la slide d'après. Selon les appareils, l'énergie qu'ils vont émettre et l'équivalent par rapport à un radiateur que l'on ferait fonctionner, combien de temps ça durerait. Donc, éviter l'utilisation de tous ces électroménagers. On voit aussi, ici, on vous a mis optimiser son réfrigérateur. Alors le réfrigérateur, ça consomme de l'électricité, ça va, hem, donc émettre de la chaleur pour garder, les aliments au frais à l'intérieur du réfrigérateur. Donc c'est important de faire attention à la consigne de température du réfrigérateur et de ne pas la mettre trop basse, sinon il va consommer plus d'énergie et chauffer davantage votre logement. Donc bien ajuster cette consigne-là. Adopter aussi, adapter certains usages pour que le réfrigérateur ne consomme pas trop, comme, mettre, plein de bouteilles d'eau, par exemple, à l'intérieur, plutôt qu'avoir un frigo vide. Parce que le frigo vide, lui, il va consommer plus d'énergie pour le garder à bonne température. Alors que si on met plein de bouteilles d'eau, par exemple, ça va permettre d'emmagasiner cette fraîcheur, pour la restituer et donc ça va moins solliciter le frigo et donc moins chauffer le logement également. Et nettoyer ces appareils, ça va participer à optimiser leur performance également. Et bien sûr, l'alimentation va également jouer sur notre ressenti. Donc plutôt manger des plats froids, frais, avec donc des légumes, des fruits, comme ils sont gorgés d'eau, ça va être bien plus appréciable pour notre organisme. Donc ici, la qualité est moyenne, je m'en excuse, mais on voit selon les appareils, la chaleur qu'ils vont émettre. Il y en a un qui est vraiment important, on le voit tout en bas du tableau, c'est le sèche-linge, qui est équivalent à 2 heures de fonctionnement d'un radiateur, 2000 watts. Donc, en plus le sèche-linge, on peut vraiment s'en passer, hein, pour le coup, l'été, le linge va sécher très facilement, vu la chaleur et le taux d'humidité qu'on a l'été. Et en plus de ça, on le verra un petit peu plus tard, mais le fait de faire sécher son linge à l'intérieur du logement, ça peut apporter certains bienfaits également sur notre température ressentie. Mais là, je parlais du sèche-linge qui est assez évident, mais c'est le cas pour chaque appareil qui vont consommer de l'électricité et les lampes en font partie également. Et d'ailleurs, effectivement, donc tous ces équipements-là, électroménagers, l'éclairage, ça va représenter, en moyenne en tout cas, la moitié des apports de chaleur venant de l'intérieur du logement. Donc à ne vraiment pas sous-estimer. D'autres équipements aussi que l'on a tendance à oublier parce que ça fonctionne souvent tout seul, c'est tout ce qui est, production et distribution d'eau chaude sanitaire. Donc l'eau chaude que l'on utilise, pour la cuisine ou se laver, et bien, il faut la produire. On va retrouver dans beaucoup de logements, par exemple, des ballons d'eau chaude électriques. Ces ballons d'eau chaude, pour la plupart, ils ont une double isolation, ce qui est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas aujourd'hui, en tout cas avec des systèmes performants. Mais malgré ça, ils vont quand même émettre de la chaleur. Parce qu'à l'intérieur, on a de l'eau souvent qui est à 55 degrés. Et donc de la chaleur va se dégager du ballon. Donc le fait de mettre une housse isolante, comme on le voit ici, sur l'image de droite, ça va permettre de bien garder cette chaleur à l'intérieur, donc de fait consommer moins d'électricité et en plus moins chauffer l'environnement.
Et c'est également le cas pour toutes les canalisations de chaude sanitaire. Pour le chauffage, ce n'est pas un sujet puisqu'il est coupé pendant cette période-là, hein, pour le confort d'été, pendant l'été. Donc on n'a pas besoin de chauffage en principe, mais par contre, l'eau chaude sanitaire, on continue d'en utiliser toute l'année. D'où l'intérêt donc de mettre ce que l'on appelle de la mousse calorifuge. Donc c'est un isolant que l'on va coller autour des tuyaux d'eau chaude pour, encore une fois, garder la chaleur à l'intérieur, éviter de chauffer le logement. On voit aussi d'autres, quelques exemples de gestes qui peuvent être mis en place pour mieux supporter cette chaleur. La liste est vraiment longue. Là, on n'en a qu'un extrait, mais on a plein de documentation sur nos sites internet, sur chacune des thématiques qu'on va voir là, avec, donc tout le détail des gestes que l'on peut mettre en place pour, passer un meilleur été. Donc, on a notamment étendre son linge à l'intérieur, j'en parlais tout à l'heure. L'intérêt de cela, c'est déjà de jouer sur le taux d'humidité. Parce que lorsqu'il fait très chaud, un air sec et inconfortable, on va plutôt aller chercher un taux d'humidité dans un logement entre 40 et 60. Ce sera bien plus agréable pour notre corps. Et en plus de ça, ça va participer à l'évaporation du linge, ce qui va permettre de rafraîchir la température, de faire baisser cette température. Utiliser un brumisateur aussi. Si on a trop chaud, on utilise un brumisateur sur notre peau, ce qui va permettre de bien se rafraîchir. Un combo qui est vraiment génial aussi, c'est le combo brumisateur et ventilateur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le tester, mais si vous avez trop chaud, vous vous mettez devant un ventilateur, vous mouillez votre peau avec un brumisateur ou autre, et vous sentirez tout de suite une sensation de fraîcheur très appréciable, pardon. Donc, bien sûr, la tenue va jouer également sur ce ressenti. La douche aussi, on a souvent l'idée reçue, enfin, on va plutôt souvent avoir le mauvais réflexe de prendre une douche très fraîche pour redescendre en température, mais finalement, ça va participer à notre inconfort parce qu'une fois sorti de cette douche, on aura tout de suite une vague de chaleur et on ne sera pas à l'aise dans son logement. Donc, prendre une douche à température corporelle, ce qui permet déjà de se rafraîchir un petit peu, mais de ne pas avoir une vague de chaleur derrière dès que l'on en sort. Et puis, sinon, tremper les extrémités, c'est également très efficace. Et j'ai mis aussi sortir de son logement pour aller chercher un peu de fraîcheur, même pendant les alertes canicules. Parfois, il y a d'ailleurs certains lieux, publics, pouvant recevoir du public, qui sont mis à disposition gratuitement ou à des prix réduits, pour, pouvoir, mieux supporter ces températures. Donc on a notamment des bibliothèques, cinémas, piscines ou autres qui sont plus accessibles pendant les périodes de très forte chaleur. On a vu cette première partie sur tout ce qui était, notions générales. Ensuite, on pourra donc, notions générales et éco-gestes, donc ce qui dépendait vraiment de nous, hein, plutôt que des facteurs extérieurs, des travaux d'isolation ou des systèmes de climatisation ou rafraîchissement. Donc tout ça, on l'abordera plus tard, mais avant d'aborder ces autres, thématiques, Sylvain, est-ce qu'il y avait donc des questions? Eh bien, mon cher Loïc, ici au standard, nous avons donc Alain qui nous demande si un air chaud trop humide n'est pas à l'inverse inconfortable, puisque Si, tu parlais notamment de mmh, faire sécher du linge. c'est Donc ça, c'est une très exactement. bonne question. C'est une très bonne question et c'est tout à fait vrai, hein, comme je le disais, la température, enfin, le taux d'humidité, pardon, que l'on va rechercher, il est entre 40 et 60. Trop peu d'humidité ou beaucoup trop d'humidité, ce sera mauvais pour, notre corps et on le verra d'ailleurs dans un diagramme que je montrerai un petit peu plus tard, l'impact que ça peut avoir sur ce qui est acceptable pour nous. Mais c'est tout à fait vrai. Voilà, le but du jeu, c'est pas d'avoir une ambiance de forêt tropicale, c'est pas l'idée. Non, effectivement. Alors, dans les logements monofaçades, la ventilation nocturne n'est pas possible. Le ventilateur de solution n'est-il pas une solution? Alors Eh oui. bien, je crois qu'on y viendra un peu plus tard. On y viendra plus tard effectivement au ventilateur, mais pour cet enjeu donc de créer des courants d'air dans le logement, c'est vrai que si on n'a qu'une façade qui donne sur l'extérieur, c'est plus compliqué de créer des courants d'air et mais effectivement, bon, déjà d'ouvrir les fenêtres, ça permet quand même de faire rentrer la fraîcheur, même si on n'a pas de courant d'air. Mais c'est tout à fait vrai, le fait de mettre un ventilateur devant la fenêtre qui va souffler vers l'intérieur, ça permet de simuler ce courant d'air-là et donc de faire rentrer davantage de fraîcheur qui vient de dehors, pendant la nuit.
Alors, les questions arrivent. Alors, on me demande, faire circuler l'air la nuit pour rafraîchir est utile, mais en période de canicule, l'air extérieur peut rester plus chaud que dans le logement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et ben ça, alors effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il fallait bien surveiller la température intérieure et extérieure pour ouvrir au bon moment. Quand on est en période de canicule et que la température ne baisse pas même la nuit, bah, effectivement, là, on verra qu'il y a d'autres solutions. On va les voir un petit peu plus tard dans la présentation, que ce soit des systèmes ou les gestes à mettre en place comme brumisateur, des choses comme ça aussi. Ça va Et, jouer. et effectivement, nos villes, en particulier les grandes villes et des grandes villes comme Lyon, sur des périodes de canicule, le thermomètre va pas trop baisser la nuit, et c'est ça aussi qui fait que pendant les canicules, il y a des décès anticipés, parce que justement, normalement, les températures baissent la nuit et l'organisme arrive à récupérer à ce moment-là. Et quand on a des épisodes où justement la température nocturne ne baisse quasiment pas, ça fragilise justement notamment les personnes âgées, et c'est en ça que voilà qu'on a eu autant de victimes sur la célèbre canicule de 2003, et que sur chaque épisode on voit malheureusement l'augmentation des décès anticipés, et d'où aussi les campagnes de végétalisation de nos villes pour justement arriver à faire baisser les îlots de chaleur urbains, et donc il va falloir de toute façon massifier la végétalisation pour arriver à justement à pouvoir jouer de façon plus globale sur les villes, au-delà de ce que les individus peuvent faire chez eux. Effectivement, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Là, dans cette présentation, c'est très axé, sur nous, notre logement, ce que l'on peut faire à notre échelle. Mais bien sûr, il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place, par les communes notamment pour, rendre les épisodes de forte chaleur un peu plus vivables. Alors il y a Jean-Luc qui nous demande comment on peut mesurer le taux d'humidité, et là je crois qu'on a la solution pour lui, hein. Oui, alors effectivement, vous avez donc des thermomètres, hygromètres qui se trouvent facilement dans le commerce. Ça vous affiche la température ambiante et le taux d'humidité présent dans le logement. Et justement, bah, les espaces conseils France Rénov', certains vous proposent de vous prêter certains des équipements, pour différentes raisons. Et je vais peut-être te laisser présenter l'équipement en question, Sylvain, puisque c'est vraiment ton sujet en plus. Eh bien, tout à fait, cher confrère. Et du coup, je mettrai un lien vers notre site internet, donc sur ce que l'on appelle la boîte ou la biwatt. Donc, il y a un outil d'autodiagnostic qu'on prête aux particuliers sur une quinzaine de jours. Et ensuite, il y a un rendez-vous de restitution qui permet de comparer les chiffres relevés par rapport à la moyenne des Français. Et donc, on a à la fois des appareils qui permettent de mesurer la température et l'humidité, mais on a aussi des débitmètres pour les robinets, on a aussi des mesureurs de débit pour la douchette, on a aussi le wattmètre pour mesurer les consommations électriques, des sondes de température qui vont nous ressortir le profil des températures sur ordinateur avec des pas de mesure à peu près tous les 5 minutes pour justement voir comment le logement peut avoir de l'inertie ou pas, comment il peut être réactif ou pas en cas de grand froid ou en cas de forte chaleur. Donc voilà, on en a plusieurs exemplaires à l'ALEC, et il ne faut pas hésiter à me contacter pour en réserver, et je vais vous mettre le lien dans le chat pour les gens que ça peut intéresser. Exactement, les espaces conseils France Rénov sont pas là uniquement si vous avez un projet de rénovation globale. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Si vous posez des questions sur, votre confort, vos systèmes de chauffage, des travaux, mais aussi tout ce qui est consommation d'énergie au sens large, sans forcément faire de gros travaux, consommation d'eau et se creuser d'un peu plus près votre confort ou inconfort et voir comment solutionner tout ça. Donc, il faut Alors, vraiment pas hésiter. autre question, François nous demande ce que tu as appelé housse pour chauffe-eau, est-ce que c'est un isolant bulle et aluminium? Alors, il y a plein de modèles différents qui existent. Parfois, c'est juste un isolant «vulgaire» entre guillemets, un isolant comme on pourrait retrouver, dans ces combles, qu'on va mettre autour du ballon ou alors c'est des housses déjà toutes faites avec, je ne sais quel isolant à l'intérieur, mais, il y a plein de matériaux différents qui peuvent servir d'isolant. Il y en a en laine minérale, il y en a, voilà, il y a Mmh. différents modèles. Denis nous demande s'il serait pertinent d'arrêter la VMC en journée pour éviter de faire rentrer l'air chaud. Voilà une Alors bonne question. effectivement et on va axer sur le côté ventilation et surventilation un petit peu plus tard dans la présentation.
Mais pour cette histoire de ventilation, pour les ventilations simple flux, qui sont les systèmes classiques qu'on retrouve dans la plupart des logements, le principe, c'est de aspirer l'air des pièces humides pour le rejeter vers l'extérieur et avoir une entrée d'air qui vient de dehors pour renouveler l'air intérieur dans les pièces sèches de vie. Effectivement, l'inconvénient de ça, c'est qu'on fait rentrer de l'air qui vient de dehors, donc parfois trop froid ou trop chaud, mais c'est vraiment indispensable pour des questions de santé. Il faut un renouvellement d'air continu dans notre logement, sinon les polluants vont s'accumuler. L'air intérieur est quasiment toujours plus pollué que l'air extérieur, donc il faut renouveler cet air-là, sinon ce sera mauvais pour notre santé. Donc même si on fait rentrer un petit peu de chaleur, il faut conserver ça et avoir un renouvellement d'air dans la maison. Alors, il y a Phil qui nous pose une question sur les climatiseurs portables, mais ça, on y viendra un peu plus tard quand tu Tout à fait. auras abordé le sujet. Mhm. Laure nous parle de l'impact très important qu'elle a noté depuis qu'elle a installé des ventilateurs de plafond et elle demande si un complément par des films sur les vitrages serait efficace. Oui, alors tout ce qui est équipement, ça, je réponds pas tout de suite à ces questions puisqu'on va l'aborder tout de suite. Donc ça me permet de faire la transition. Hop. On va passer donc sur les équipements qui permettent d'améliorer le confort d'été et ce que j'ai appelé les petits travaux de rénovation dans le sens où ces travaux-là ne sont pas trop engageants. Ça ne demande pas des budgets trop importants, ni des grosses modifications du bâtiment. Ça, ce sera plutôt dans la dernière phase, la dernière partie de la présentation, où on va voir tout ce qui est rénovation. Donc là, c'est vraiment des petits gestes finalement. Donc déjà, il y a s'équiper pour éviter les entrées de chaleur avec les protections solaires extérieures. Ce qui paraît évident, mais c'est vraiment un point essentiel. On a différents occultants extérieurs, et j'insiste sur extérieur. Il faut bien que ce soit des protections qui sont dehors, avant que la chaleur ne rentre. Parce qu'on a beau mettre des rideaux ou des stores côté intérieur, une fois que la chaleur est rentrée, elle va rester. Donc, avoir des occultations extérieures, on en voit différents types ici. En allant de la gauche vers la droite, on a des persiennes, des volets battants, des volets roulants et des volets à coulisses. Donc, ils ont tous des avantages, inconvénients. Parfois, on est contraint à mettre certains occultants selon l'urbanisme de notre commune. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, et oui, le dernier, j'en ai pas parlé, mais c'est les lames orientables, notamment des brises-soleil orientables. Mais je vais y revenir juste après. Mais quel que soit le type de volet, ils peuvent avoir enfin, ils ont une caractéristique qu'on appelle la résistance thermique. C'est leur pouvoir isolant, finalement. Plus cette valeur est élevée, plus les volets sont isolants et donc vont pouvoir nous couper des passages d'air et de l'entrée de chaleur. Et ça, vous pouvez le voir sur les caractéristiques techniques des volets. Si ce n'est pas noté, c'est qu'elle est probablement basse. Bien se couper de ces rayons du soleil. Et ce qui est intéressant justement avec le dernier, donc c'est les lames orientables que l'on voit. On appelle ça des brises-soleil orientables, mais il y a également des volets roulants avec les lames qui sont orientables. Et ça, c'est intéressant quand on a une exposition est ou ouest. Hop, comme ici, donc là, c'est le cas de figure de droite. Avec une exposition au soleil est et ouest, le soleil va pouvoir bien chauffer le logement pendant une bonne partie de la journée et même en étant très bas. Même en fin de journée, le soleil sera bas côté ouest, mais il va continuer de chauffer énormément. Et c'est parfois assez difficile de s'en protéger puisque on a le soleil qui est plutôt au même niveau horizontal que notre ouverture et donc là, il faudra prévoir certaines protections spécifiques pour le confort d'été, comme ce que je vous ai présenté, donc les lames orientables des volets, ou alors des volets à projection qui existent aussi. Donc ça s'ouvre comme des oscillos battants, mais inversés finalement. On a des persiennes ou des volets roulants qui permettent de les projeter comme ça. Et l'avantage de ces occultants-là, c'est que même si le soleil est bas, il ne va pas taper directement dans le logement. Autre avantage, on a toujours de la luminosité,
la luminosité à l'intérieur. Donc, on va pas vivre dans le noir et devoir allumer l'éclairage pour voir quelque chose. Et en plus, les lumières vont consommer de l'électricité et émettre elles aussi de la chaleur. Et un intérêt aussi avec ce type de protection-là, c'est que vous avez une circulation d'air entre l'occultant et la vitre, ce qui permet d'éviter parfois cette zone avec un volet roulant complètement fermé qui va finir par surchauffer et chauffer également l'intérieur du logement. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui vont permettre de voir la performance de ces occultants-là, c'est le matériau. Il y a des matériaux qui sont plus ou moins conducteurs que d'autres face au froid, mais également aux fortes chaleurs. Par exemple, l'aluminium est un matériau très conducteur. Aujourd'hui, même avec les menuiseries, les fenêtres donc, ou les volets roulants, ils arrivent à faire donc des fenêtres ou des volets en aluminium, mais ce qu'on appelle la rupture thermique, où il y a une séparation entre l'intérieur et l'extérieur pour éviter de conduire cette chaleur. Donc ça, c'est pour côté les expositions ouest et est. Côté sud, c'est beaucoup plus facile, de façon générale, de se protéger de ces rayons du soleil, puisqu'il suffit de mettre une casquette, un Starban ou autre, et on va s'en protéger assez efficacement. On voit un arbre aussi sur cette diapo. Euh, je comptais en reparler de toute façon plus tard dans la présentation, mais au niveau des arbres, donc c'est pour des raisons évidentes un apport de confort supplémentaire, mais surtout les arbres à feuilles caduques qui sont particulièrement intéressants puisque ils vont avoir des feuilles qui vont vous protéger des rayons du soleil l'été et perdre leurs feuilles ensuite pendant l'automne, hiver, pour pouvoir cette fois-ci bénéficier des apports de chaleur. Donc, c'est la même problématique pour les Velux, qui sont particulièrement exposés aux rayons du soleil, et donc privilégier, encore une fois, une occultation à l'extérieur. Et donc ça va nous permettre d'avoir des éléments de réponse par rapport à la question de tout à l'heure pour le taux d'humidité trop élevé, qui est finalement contre-productif sur notre confort. Ce graphique-là, donc je ne vais pas m'étendre dessus, c'est surtout pour vous montrer quelle est notre zone de confort selon le taux d'humidité dans la pièce et la vitesse de déplacement du vent. Donc la zone colorée en bleu, avec des déclinaisons de bleu, c'est notre zone de confort ressenti. Et on voit avec donc l'axe horizontal, la température, et on voit donc que plus l'air va se déplacer rapidement, plus on pourra supporter des températures élevées. Et donc ce déplacement-là d'air, on peut le retrouver avec certains systèmes donc de ventilation, des ventilateurs sur pied, des brasseurs d'air et des courants d'air aussi, hein, ça va participer à tout ça et donc augmenter notre confort et notre tolérance aux fortes chaleurs, face aux fortes chaleurs. Si jamais tu veux m'interrompre pour une raison ou une autre, Sylvain, pour apporter du contenu, n'hésite pas. Donc, pour l'instant, c'est très bien, et pas de souci. Par contre, si tu veux que je meuble pendant que tu bois un verre d'eau, n'hésite pas à me. C'est bon, c'est pour ça que je te posais la question, ça m'a fait un petit répit pour boire justement. Donc, pour les équipements pour améliorer la température ressentie, puisqu'on l'a vu, hein, la température ressentie va être modifiée par plein de facteurs différents et le déplacement d'air en est un. Donc, des ventilateurs sur pied, forcément, ça va nous rafraîchir. Euh, le fait de mettre un linge mouillé aussi hein, sur ces ventilateurs, ça va permettre de mieux d'accélérer ce phénomène d'évaporation de l'eau et donc de rafraîchir la pièce. Mais ce qui est plus efficace encore que ces ventilateurs sur pied, c'est ce qu'on appelle les brasseurs d'air plafonniers, qu'on va retrouver donc au niveau du plafond, qui peuvent faire l'éclairage et qui ont des pales. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, ça existe avec ou sans pales. Et donc, ça va créer un flux d'air bien plus efficace qui va couvrir une zone beaucoup plus large. Et d'ailleurs, son installation, elle est assez peu coûteuse, hein. On peut en retrouver des brasseurs d'air qui fonctionnent très bien pour moins de 200 euros. Mais ce qui va beaucoup jouer dessus, c'est bien adapter
le type de brasseur d'air, sa puissance et son emplacement par rapport à nos besoins. Il y a plein de facteurs à avoir en tête pour qu'il soit le plus efficace possible et optimiser son fonctionnement. Et pour ça, on a encore une fois sur notre site internet plein de fiches techniques que l'on a rédigées, qui sont disponibles et qui vont vous aider à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins, comment l'installer et comparer vos devis. Mais là, ça revient beaucoup, il y en a pour tous les goûts et ça consomme très peu d'électricité, ces brasseurs d'air, ce qui en fait un système vraiment intéressant parce que ça peut diminuer la température ressentie de 3 à 4 degrés avec très peu de consommation électrique. Ensuite, ce système-là, le rafraîchisseur d'air, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport au ventilateur sur pied avec le fait de mettre un linge mouillé par-dessus. Ces rafraîchisseurs d'air-là, on les appelle aussi parfois, ventilateurs adiabatiques. En gros, la technologie, ça va être donc de souffler de l'air, mais cet air-là qui va être soufflé va passer par un filtre imbibé d'eau, ce qui permet donc de rafraîchir l'ambiance et d'accélérer ce phénomène d'évaporation. Plus de ça, on peut parfois mettre des cubes de glace aussi pour avoir l'eau la plus fraîche possible qui va être soufflée et évaporée. Donc ça a l'avantage d'être des systèmes accessibles qui consomment assez peu d'électricité et qui vont bien jouer sur votre température ressentie. Alors, jusque-là, donc est-ce qu'il y a eu des questions alors sur cette partie, petits équipements et gestes à mettre en place? Et travaux plutôt. Sylvain, est-ce que tu as vu des questions de ton côté? Parce que c'est vrai que comme je suis concentré Alors, donc, sur la du coup, je vais présentation, je reprendre les vois la pas. dernière question du blog d'avant. Donc là, assez facile et je vais y répondre. Donc, on nous demande si on a des caméras thermiques. Donc, la réponse est oui. Maintenant, si la réponse est est-ce qu'on prête des caméras thermiques? La réponse est non. Donc, en fait, voilà, on en a pour des opérations spécifiques, voilà, pour à la fois pour des animations, à la fois pour aller faire des. On a fait quelques balades thermographiques aussi, mais aujourd'hui, on va dire qu'on les met pas à disposition des particuliers parce que ça nécessite quand même un minimum de formation, que ce sont des appareils qui peuvent être aussi assez coûteux, même si aujourd'hui il y a des entrées de gamme plus abordables que quand nous on avait acheté la première il y a déjà au moins une dizaine, peut-être une quinzaine d'années. Donc voilà, on nous demande, alors on a un retour, retour d'expérience. Donc, quelqu'un qui nous dit qu'il a installé des rideaux thermiques cet hiver sur les portes-fenêtres pour garder la chaleur et qui s'est aperçu que c'était aussi très efficace pendant le pic de chaleur pour prévenir l'entrée de la chaleur. Mmh. Donc, voilà, système qui marche dans les deux sens. C'est pas le plus efficace, comme on l'a vu, le mieux c'est de se protéger au plus près de l'arrivée des rayons du soleil, Mm, mm. donc avec des occultations, des menuiseries performantes. Mais si on n'a pas ces solutions-là pour diverses raisons ou parce qu'on est locataire, les rideaux effectivement vont permettre déjà de se couper un peu de la chaleur extérieure et si en plus ils sont clairs, ils vont renvoyer une partie des rayons du soleil et Après, on peut peut-être faire les deux. On peut peut-être faire les rideaux plus les volets. bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Alors Evelyne qui nous fait un retour sur le principe du bioclimatique puisqu'elle nous dit qu'elle a un pêcher qui a poussé tout seul devant la fenêtre de sa chambre, qu'elle l'a laissé pousser et que maintenant il fait un super écran face au soleil. Donc ça, c'est exactement le principe de l'architecture bioclimatique, c'est de planter des arbres à feuilles caduques côté du sud notamment. Et en hiver, les arbres ne sont pas en feuilles et du coup, le soleil peut préchauffer les vérandas, les pièces où il y a des fenêtres. Et en été, par contre, bah, les feuilles permettent de protéger. Et je pense que tu vas nous parler aussi de tout ce volet végétalisation Tout à fait, on y un vient, petit oui. peu plus tard. Oui. Alors, est-ce que les bâtiments de France sont ouverts à des systèmes isolants type store, ban, même quand on est en zone protégée? Alors, eh bien, parfois non, et pour le vérifier, donc, soit vous pouvez consulter votre plan local d'urbanisme, et sinon, je vous inviterai plutôt à contacter votre service urbanisme de votre commune, pour leur expliquer votre projet. Et ils vont pouvoir vous dire si c'est autorisé ou pas, et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qui est autorisé. Et bien sûr, bah, parfois les Starban sont refusés.
Donc, vous avez d'autres solutions à mettre en place. On en a parlé, il y a les rideaux aussi, plutôt clairs, qui vont renvoyer cette chaleur-là. J'ai vu aussi dans les questions les films réfléchissants sur les vitres, qui permettent également de renvoyer une partie des rayons du soleil et qui sont efficaces. Et parfois, il y a même les vitrages. Le vitrage en tant que tel, qui a un film invisible à l'œil nu sur la vitre côté extérieur qui va permettre justement de renvoyer ces rayons du soleil pour pas avoir trop d'apport de chaleur l'été. Et je vois qu'il y avait aussi un certain étonnement sur les rafraîchisseurs d'air ici, comme quoi ce n'était pas, se disant pas écolo. Alors là, je ne parle pas de climatiseur, et on va en parler à la fin de la présentation des climatiseurs. Là, c'est vraiment un ventilateur qui va souffler l'air, mais en passant par un filtre mouillé. Et effectivement, on pourra revenir sur cette question du côté écologique de la clim dans les questions de la troisième partie. Euh, Question sur les films réfléchissants sur vitre. Oui, Tu c'est avais- ce dont je parlais, oui, on peut les coller directement sur ouais. les vitres et ça va renvoyer une partie des rayons du soleil. Et ça Alors, fonctionne. voilà, on a une question sur quelle différence entre une clim réversible et une pompe à chaleur réversible. Ça, de toute façon, tu vas nous en parler. Oui. Il y avait la question mettre des cubes de glace, mais pour les fabriquer, ces petits cubes de glace, il faut chauffer la pièce avec le réfrigérateur, congélateur. Le bilan sera donc toujours plus de consommation électrique, donc plus de chaleur. Alors, votre congélateur, il tournera de toute façon, j'imagine, mais vous, au moins, vous pourrez bénéficier de cet apport de fraîcheur-là. À vous de voir où vous voulez mettre la priorité entre vos consommations et Mhm. votre confort ou inconfort. Et ça, c'est propre à chacun et c'est vous qui pourrez le décider le moment venu. Puis quand on a la possibilité d'avoir une cave, c'est bien éventuellement de mettre le congèle à la cave aussi. Ça peut être intéressant. Oui, tout à Alors, fait. est-ce que tu as déjà parlé de l'isolation des combles perdus? Pas encore, mais ça vient. Ça arrive, ça arrive. Donc, je te propose d'enchaîner sur la troisième partie. Donc, qui est donc de concevoir et rénover un bâtiment performant pour optimiser le confort d'été. Donc là, c'est des travaux plutôt lourds, hein, puisqu'on est dans la construction ou la rénovation, ce que j'appelle rénovation, euh, donc avec un budget un peu plus important que ce que l'on a vu auparavant et avec des contraintes aussi qui peuvent être parfois plus importantes, que ce soit sur notre confort dans le logement, les autorisations d'urbanisme aussi à obtenir et le budget surtout associé à ces interventions. Mais on va voir tout ça. Donc là, c'est plutôt pour la partie donc, conception. Il y a l'orientation qui va beaucoup jouer. Tu parlais tout à l'heure, Sylvain, de la conception bioclimatique qui donc consiste à prendre tout un ensemble de facteurs et intégrer au mieux le bâtiment dans son milieu pour optimiser son confort. Donc forcément, l'orientation va jouer avec l'organisation des différentes pièces, où va se situer le salon, les chambres et le garage face à ces rayonnements du soleil, mais également les vitres, les surfaces vitrées et leur positionnement. Tout ça va bien évidemment jouer sur notre confort. Hop. Ensuite, il y a donc la rénovation. Et là, on parle surtout rénovation dans le sens rénovation globale et performante. Il faut vraiment faire la distinction entre un geste d'isolation qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez trop chaud dans votre maison, donc vous allez isoler les combles parce qu'on vous a dit que c'était la chose à faire quand il faisait trop chaud. Sauf que quelques années plus tard, votre chaudière tombe en panne, donc vous mettez un système très performant à ce moment-là. Et puis plus tard, vous vous rendez compte que vous avez encore des consommations d'énergie assez élevées, donc vous allez finalement isoler vos murs. Donc c'est bien, vous aurez fait un ensemble de travaux, mais sur des échelles de temps assez longues, sans prendre en compte l'impact qu'ils ont entre eux, ce qui fait que vous avez une performance finale, ressentie en tout cas, et des consommations d'énergie qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez. C'est pour ça que nous, on va plutôt utiliser le terme rénovation globale. Ça ne veut pas dire faites aujourd'hui tous les travaux dans votre logement, mais plutôt d'avoir une approche du logement dans son ensemble pour prévoir des étapes de rénovation, s'il y a besoin de le faire en plusieurs étapes en tout cas, hein, mais en tout cas de le faire avec des étapes logiques pour être sûr que nos futurs travaux ne vont pas impacter ceux qui ont été faits auparavant. Et tout en prenant en compte bien sûr votre budget
et votre situation, vos besoins. Et donc parmi ces travaux-là, bien sûr, ceux qui vont avoir un gros impact, ce sont donc les travaux d'isolation notamment. Et donc il y a plusieurs travaux d'isolation possibles hein, dans un logement. Il y a les travaux d'isolation du toit, des murs, les menuiseries et le plancher bas. Et parmi ceux-là, il y en a deux qui vont vraiment avoir un impact très important, une grosse influence sur notre confort d'été. Ça va être l'isolation du toit, donc du plancher haut, et l'isolation des murs. Là, pour revenir aussi sur l'isolation du toit, ça me permet de faire le lien aussi avec tout ce qui est conception et rénovation du logement. Quand on a des combles perdus, c'est intéressant de les conserver, si on peut se permettre de les conserver. Donc, quand je dis combles perdus, je parle des greniers. Vous avez donc votre espace habitable aménagé, le plancher haut et ensuite les greniers. Et puis vous avez le toit. Et c'est intéressant de garder ces greniers non aménagés, puisque vous allez pouvoir isoler au niveau du plancher des combles avec des coûts de travaux qui sont moins importants que si vous isoliez directement au niveau de la toiture. Donc vous isolez le plancher des combles au plus près de votre espace aménagé. En plus, vous pouvez mettre une bonne épaisseur d'isolant, ce qui va vous protéger un maximum du froid et du chaud selon la saison. Ce qui est intéressant aussi avec ces greniers, c'est que vous avez donc cet espace tampon entre vous et l'extérieur. Et en plus, cet espace tampon-là, il est très souvent surventilé naturellement, ce qui évite d'avoir une surchauffe des greniers quand le soleil va taper dessus. Donc c'est assez intéressant et très souvent, bah, quand on aménage des combles perdus, on se retrouve avec une hauteur sous plafond limitée, donc on ne peut pas mettre une grosse épaisseur d'isolant. Ça va être des travaux un peu plus coûteux s'il faut réisoler cette toiture. Et bah, surtout, là, on n'a plus d'espace tampon entre nous et l'extérieur, donc on va être plus exposé à ces fortes chaleurs. Mais en tout cas, isoler le toit, que ce soit des combles perdus, aménagés, un toit terrasse ou autre, ça va être très impactant sur votre confort. Et surtout, le choix du matériau isolant va être très important pour optimiser votre confort d'été. Parce que certains isolants sont très efficaces pour l'hiver, pour isoler le logement, mais pas forcément pour vous isoler des fortes chaleurs l'été. Et une des caractéristiques qui est très intéressante avec les isolants, c'est ce qu'on appelle le déphasage thermique. Donc, c'est leur capacité à ralentir un maximum cette entrée de forte chaleur. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs sur ces graphiques. On peut voir donc d'un isolant à l'autre, on peut améliorer énormément ce déphasage. Par exemple, passer de 5 heures à 10 heures sur les graphiques que l'on voit là. Ce qui fait que la chaleur va plutôt rentrer donc en fin de journée, quand les températures extérieures sont censées être plus fraîches. Et donc à ce moment-là, on pourra surventiler. Et aussi, donc, il y a l'isolation des murs. Et là, on parle surtout de l'isolation des murs par l'extérieur, parce que si on peut se permettre de la réaliser, c'est ce qu'il y a de plus important pour le confort d'été. Déjà parce que l'isolant va être vraiment le plus continu possible. Il y aura moins d'interruptions dans l'isolant à cause des murs de refend, des différents niveaux du logement. Donc l'isolant va être plus continu, mais aussi et surtout, il va couvrir vos murs côté extérieur. Ce qui fait que on va garder l'inertie de vos murs, qui est donc une structure lourde selon le matériau constructif. Et l'inertie, c'est la capacité d'un matériau à stocker la chaleur ou la fraîcheur selon la saison pour restituer ça plus tard. Donc quand on isole par l'extérieur, on va garder l'inertie du mur. Alors que si on isole par l'intérieur, on va se couper un peu de cette inertie des murs. Donc il vaut mieux isoler par l'extérieur, comme ça on a l'inertie des murs, la chaleur va mettre plus de temps à arriver, et en plus de ça, ça va permettre de capter un petit peu les calories présentes dans le logement, et ils diffuseront ça plus tard, mais à ce moment-là, entre-temps, on aura pu surventiler le logement pour les déstocker en énergie, les rafraîchir, et, euh, et donc pas trop souffrir des fortes chaleurs. Mais si vous devez isoler par l'intérieur parce que ce n'est pas possible par l'extérieur, à ce moment-là, il faudra vraiment faire attention au type d'isolant que vous allez mettre. Il y en a certains qui sont plus efficaces que d'autres. Hop. Et ce sont ces trois caractéristiques-là qui vont jouer sur l'efficacité d'un isolant pour optimiser votre confort d'été. Donc,
Vous les voyez, vous avez la définition. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais vous voyez en tout cas les trois caractéristiques avec les performances à viser pour considérer qu'un isolant est efficace pour le confort d'été. S'il faut faire le parallèle avec différentes familles d'isolants, tout ce qui est synthétique, donc polystyrène par exemple, ce n'est pas efficace du tout pour le confort d'été. Les fortes chaleurs vont très vite rentrer dans le logement et une fois qu'elles seront rentrées, elles vont bien rester à l'intérieur, surtout si on est isolé par l'intérieur. Donc, les isolants minéraux sont un peu plus efficaces que ces isolants synthétiques. Ça dépendra quel type d'isolants minéraux, type laine de verre, laine de roche, différents modèles qui existent. Certains sont plus efficaces que d'autres par rapport au confort d'été. Mais sinon, il y a des isolants naturels, biosourcés, issus très souvent de végétaux, qui sont très efficaces pour le confort d'été, parce qu'ils sont très denses. Et donc ça, cette caractéristique-là, elle va permettre de ralentir un maximum ce transfert de chaleur. Donc ça, c'était pour les isolants. Maintenant, il y a d'autres revêtements, bien sûr, qui vont jouer là-dessus. Donc on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est végétation, pergola. Déjà parce que ça va éviter le rayonnement direct du soleil sur le logement. En plus, il y a tout un phénomène d'évapotranspiration qui va être très intéressant, sans parler de la biodiversité qui va avec. Et idéalement privilégier donc, des végétaux à feuilles caduques, comme ça, surtout côté sud. Remarque, c'est également valable pour l'est et l'ouest, mais particulièrement côté sud, comme ça, donc l'été, on a les feuilles, donc le soleil n'arrive pas directement dans le logement. Ces feuilles tombent à l'automne, ce qui fait qu'on peut profiter des apports de chaleur du soleil pendant tout l'hiver. Donc j'enchaîne sur donc les autres équipements qui vont jouer sur le confort. Là, on l'a mis dans la partie rénovation parce que c'est des travaux un petit peu plus lourds. On parlait tout à l'heure du système de ventilation dit simple flux. La simple flux, ça va juste aspirer l'air des pièces d'eau pour le rejeter vers l'extérieur. Et on aura donc des ouvertures, très souvent au niveau des fenêtres. On a des grilles d'entrée d'air dans les pièces de vie qui vont permettre de faire rentrer l'air venant de l'extérieur pour renouveler l'air dans l'ensemble du logement. Là, le système que l'on voit ici sur cette diapositive, c'est la ventilation double flux. La double flux, elle, sa différence, c'est qu'elle va également gérer l'insufflation d'air neuf dans les pièces de vie. Donc c'est elle qui va gérer l'ensemble du renouvellement d'air dans le logement. Et donc, on n'aura plus ces grilles d'entrée d'air sur les fenêtres. Et ce qui est intéressant avec ces systèmes-là, même s'ils sont plus difficiles à installer, ils ont des caractéristiques très intéressantes. C'est que déjà l'air qui va être insufflé va être filtré, donc on a une meilleure qualité d'air. Mais en plus de ça, l'air sortant et entrant va passer par un échangeur. Et cet échangeur-là, il ne va pas se comporter de la même façon selon les températures extérieures et la période. L'été, on le voit sur le premier schéma, donc l'été, il faut un renouvellement d'air en continu, donc forcément, il va souffler de l'air venant de l'extérieur. Sauf que cet air-là qui vient de dehors, il va perdre quelques calories dans cet échangeur avant d'être insufflé dans les pièces de vie. Donc on arrive à mieux garder la fraîcheur chez nous. Et ensuite, la nuit, si les températures extérieures sont plus basses que celles à l'intérieur, l'air entrant va passer par un système de bypass et donc va surventiler l'intérieur du logement avec cet air plus frais pour faire redescendre la température. Et sinon, donc l'hiver, l'autre intérêt de ces systèmes-là, c'est que on va récupérer la chaleur qui vient de l'intérieur et transmettre cette chaleur-là à l'air entrant qui vient de dehors pour le souffler à l'intérieur du logement. Donc on arrive mieux à préserver notre température de confort à l'intérieur. Mais ces systèmes-là, donc ils sont vraiment intéressants, mais il ne faut pas négliger l'entretien que ça demande, son coût d'installation et les mettre dans un endroit vraiment accessible, pas trop exposé aux variations de température extérieure pour pouvoir régulièrement changer les filtres et prolonger sa durée de vie. Et ah oui, j'ai oublié aussi, il y a écrit entre parenthèses éventuellement thermodynamique, parce que ces systèmes-là, qui sont de base un fonctionnement plutôt
low-tech, très durable et costaud. On peut rajouter d'autres technologies à cette ventilation double flux et c'est ce qu'on appelle le fonctionnement thermodynamique, c'est coupler la double flux avec un système comme une pompe à chaleur, un climatiseur à l'intérieur, ce qui va rafraîchir encore plus les températures soufflées à l'intérieur du logement, mais apporter plus de consommation électrique, bien évidemment. On a d'autres équipements plutôt passifs, entre guillemets, qui consomment très peu d'énergie. On a les puits canadiens, qu'on appelle aussi parfois les puits climatiques, selon le moment où on les utilise. Donc ça consiste à avoir de l'air qui vient de dehors, qui va passer dans un conduit enterré dans le sol à une profondeur assez importante, là où la température de sol est constante et varie très peu, quelle que soit la saison. Heu, Comme ça, l'air venant de dehors l'été, donc qui est très chaud, va passer dans le sol, se rafraîchir et être soufflé à l'intérieur du logement pour le rafraîchir et ça consomme peu d'énergie, c'est intéressant et l'inverse fonctionne aussi pour l'hiver. Ça va apporter un peu plus de chaleur. Ensuite, on a les équipements plutôt dits actifs. Parmi ces équipements, on a les pompes à chaleur, qu'on appelle, on va voir déjà de quel type de pompe à chaleur on parle et après je ferai le lien avec, les climatiseurs et est-ce que c'est la même chose ou pas, hein? C'est ce qu'on va regarder. Donc, les systèmes de rafraîchissement, actifs, on a les pompes à chaleur. Il y a différents types de pompes à chaleur. À gauche, ce que l'on voit, c'est une pompe à chaleur RO. Donc le premier mot, c'est l'endroit où on va, en tout cas quand on fonctionne pour se chauffer, parce que ces systèmes-là sont réversibles, le premier mot, c'est l'endroit où on va capter la chaleur. Donc si c'est une pompe à chaleur RO, on va capter les calories présentes dans l'air extérieur pour restituer ça à l'intérieur sous forme d'eau chaude, pour les pompes à chaleur RO. Le fonctionnement d'une pompe à chaleur, c'est tout simplement, dans les grandes lignes en tout cas, prendre des calories à un endroit pour les transmettre à un autre endroit. Donc de l'extérieur vers l'intérieur ou inversement, puisqu'ils sont pour certains réversibles. Donc ces pompes à chaleur-là RO, elles vont aussi l'été pouvoir servir de système de rafraîchissement, puisqu'on va pouvoir faire passer de l'eau fraîche dans les tuyaux. Donc que ce soit un plancher hydraulique, des radiateurs hydrauliques, on peut faire passer de l'eau fraîche à l'intérieur. Attention cependant, pour, utiliser ces systèmes-là l'été pour se rafraîchir, si c'est des radiateurs que vous avez, ça ne fonctionne pas sur les radiateurs classiques en fonte ou en acier. Il faut vraiment des ventilateurs spécifiques qu'on appelle des ventiloconvecteurs. On va avoir donc de l'eau fraîche qui va circuler à l'intérieur et des ventilateurs électriques qui vont diffuser cette fraîcheur et éviter toute condensation. Donc on a ce type de pompe à chaleur-là, parfois aussi, elles vont capter les calories présentes dans le sol ou l'eau. Donc à ce moment-là, on appelle ça les pompes à chaleur eau-eau ou sol-eau. Donc ça, c'est des installations assez lourdes et coûteuses, pour les installer. Généralement, on les met plutôt donc pour se chauffer, mais si c'est réversible, tant mieux, on peut se rafraîchir et donc ça consommera de l'électricité, hein, ça ce n'est pas négligeable, mais ça en consommera quand même moins que les systèmes de climatisation. Et à droite, donc ce que l'on voit, c'est donc les pompes à chaleur RR, même principe de fonctionnement, sauf que là, on va souffler de l'air à l'intérieur du logement. Ce sera plus avec, de l'eau qui va circuler, mais de l'air directement soufflé, et cet air soufflé, ça peut être émis soit par ce qu'on appelle des splits, des sortes de cassettes qui sont apparentes et que l'on voit dans le logement, ou alors par des systèmes gainables. Donc c'est des gaines qui vont passer et avec des bouches souffler cet air dans le logement. Et ce système-là, donc c'est une pompe à chaleur RR, qu'on appelle aussi parfois clim réversible. Donc ça peut souffler du chaud comme du froid selon nos besoins et la saison. Alors ces systèmes-là, enfin surtout la pompe à chaleur RR, la clim réversible, ça va vraiment faire baisser la température à l'intérieur du logement. Heu,
les brasseurs d'air ou les ventilateurs sur pied, ça va baisser la température ressentie en créant un mouvement d'air, mais pas baisser la température ambiante. Alors que la pompe à chaleur, elle, elle va baisser la température ambiante. Donc elle a aussi, il y a des points d'attention à avoir. Elle a certains défauts que je vais aborder tout de suite. Je ne l'ai pas là qui apparaît. C'est pas grave, je vais vous le dire à l'oral. Donc les climatiseurs, il faut quand même faire attention pour les installer. Ça a plusieurs défauts, ne serait-ce que sa consommation électrique. Ça consomme beaucoup d'électricité, donc il faut vraiment adapter la température de consigne. Éviter de mettre une température de consigne trop basse, avec des écarts de température énormes entre l'extérieur et l'intérieur. Plutôt garder des écarts de température autour de 4 degrés si c'est possible. Ça évitera de consommer trop d'électricité, de sursolliciter cette pompe à chaleur et donc de la détériorer. Et aussi, ça évitera donc de tomber malade, hein, potentiellement, parce que si vous changez d'environnement et avez des écarts de température trop importants, ce ne sera pas bon pour la santé et pas très confortable non plus. Autre inconvénient de ces systèmes-là, donc ça demande aussi de l'entretien, hein, parce qu'il y a des filtres à l'intérieur, il faut l'entretenir. Sinon, ça pourrait être néfaste aussi pour la santé et un inconvénient avec ces systèmes, c'est que comme il y a un boîtier à l'extérieur, il faut déjà que ce soit autorisé, niveau urbanisme, ce qui est pas toujours le cas et ça génère également du bruit. Tous ces blocs que l'on voit dehors, ces blocs de clim, ils vont générer du bruit. Plus on va leur donner des consignes de température basse, l'été, plus ils vont faire de bruit et se détériorer et surtout, plus ils vont dégager de chaleur à l'extérieur. Ces clims-là, elles participent à ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Certes, on va retirer de la chaleur présente dans le logement, mais on va en émettre beaucoup plus à l'extérieur et donc en ville, quand il y a une grosse concentration, d'habitation, si on avait tous des clims réversibles et bien, et qu'on l'utilisait, eh bien, la ville serait d'autant plus chaude. Donc ça accélère aussi ce phénomène et ce besoin en climatisation. Donc, quand même, prudent sur, son usage et l'idée est, si ça devient trop insupportable, certes en installer, mais dans ce cas-là, en installer une performante. Vous avez sur chaque équipement, électroménager, ou électrique, des étiquettes de performance énergétique. Il vaut mieux prendre l'étiquette la plus haute, comme ça consommera moins d'électricité et surtout ça dégagera moins de chaleur aussi. Et ça, c'est également valable pour, vos différents équipements électroménagers à l'intérieur du logement. Hem, alors j'espère que j'ai pas oublié d'éléments sur la climatisation. Ah si, il y a un autre élément, donc ce que l'on voit là à l'image, c'est une pompe à chaleur donc, fixe. Mais vous avez aussi des équipements mobiles, qui sont certes plus accessibles, hein, ça coûte moins cher, mais c'est beaucoup moins performant. Ça va consommer plus d'électricité, ça va moins rafraîchir l'intérieur du logement et surtout ces blocs de clim mobiles, c'est souvent ceux donc avec des tuyaux, puisqu'il faut bien que les calories soient évacuées quelque part. Donc on a un tuyau, qui va passer par la fenêtre pour recracher cette chaleur. Sauf que c'est un petit peu contre-intuitif. On va mettre un système pour souffler de l'air frais à l'intérieur, mais ouvrir la fenêtre d'où vient la chaleur pour évacuer cette chaleur-là. Donc voilà, il vaut mieux mettre des systèmes vraiment performants plutôt que ces blocs-là, mobiles qui ont plein de défauts. Et je regarde quand même mes slides suivantes, non, il n'y a pas les éléments que je cherchais. Donc je vous ai apporté ces informations-là de vive voix, mais sur le PDF que l'on vous enverra à la fin de la présentation, je rajouterai les autres slides qui résument ce que je viens de vous dire à l'instant sur les climatiseurs. Voilà, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est qu'en gros, la clim, quand on n'a pas le choix, pourquoi pas, mais c'est le dernier truc à faire, et si possible, mettre d'autres solutions en avant, puisque non seulement ça contribue à l'îlot De de chaleur, chaleur ouais. urbain, non seulement ça consomme de l'énergie à un moment où il y a de moins en moins de production d'hydroélectricité, parce qu'il y a de moins en moins d'eau dans les rivières, que parfois on n'arrive plus à refroidir certaines centrales nucléaires. Toujours pareil, parce qu'il y a une concurrence pour la ressource en eau entre les énergéticiens, les agriculteurs, etc. etc. Et puis ça procède aussi au réchauffement climatique global, puisque les fuites de fluides frigorigènes employés peuvent être plusieurs centaines de fois plus réchauffants que le CO2.
Donc voilà, les technologies s'amélioreront sans doute dans l'avenir. On trouvera sans doute des fluides moins réchauffants. Mais de même que pour une voiture où on vous dit, bah voilà, début de l'été, venez recharger votre circuit de fluide, bah en fait, on voit bien que sur une voiture, une clim, au bout d'un moment, n'est plus performante parce qu'il n'y a plus de fluide. S'il n'y en a plus, c'est bien qu'il y a des fuites. Donc voilà, quand on a certaines orientations, quand on est dans certaines zones, parfois on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que quand il est possible, il faut mieux privilégier d'autres technologies. L'idée, c'est vraiment d'en avoir un usage raisonné et couplé à toutes les autres solutions qu'on a vues avant pour éviter de trop la solliciter. Alors Euh, là, on a pas mal de questions et pas beaucoup de temps pour y c'est répondre. vrai, Donc, je oui. vais te proposer Oui. des réponses très rapides. Et puis, de toute façon, les gens pourront toujours appeler à la LEC pour du sur-mesure. Donc, est-ce que l'isolation du plancher haut est plus performante qu'un sarking pour le déphasage thermique? Alors, le sarking, finalement, ça reste l'isolation de la toiture, donc ça va surtout dépendre du logement, comment il est constitué. Mais le sarking, c'est aussi très efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est moins limité par la hauteur d'isolant que l'on peut mettre. Mais ce qui va jouer, c'est pas si on est en comble perdu, en sarking ou sous rampant, c'est plus l'isolant qu'on va installer, son épaisseur, le type d'isolant et sa performance. Alors, tu en as déjà parlé un peu rapidement, mais tu peux peut-être redire deux mots là-dessus. Donc, quelqu'un nous dit l'isolation d'hiver n'est donc pas toujours optimale pour le confort d'été. Non, effectivement, et parfois, donc, met en place certains travaux, on gagne en confort d'hiver, mais on détériore son confort d'été. Donc, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vous ai mis ici nos numéros pour nous contacter, parce qu'on peut vous aider dans cette prise de décision-là, vous fournir de la documentation et consulter vos devis et vous dire ce que l'on en pense. Quelqu'un qui se pose la question, comment faire pour convaincre l'ANA sur une aide partielle MaPrimeRénov' en rénovation d'ampleur avec une charpente bois isolée avec des bottes de paille, sachant que pour l'idée, c'est top au niveau du déphasage, que le coût de l'isolant est modique, 3 euros par botte, qu'il y a de la dispo, qu'au niveau fin de vie, c'est pas de souci en termes de recyclage. Mais bien entendu, il n'y a pas d'assermi et pas d'artisan RGE. Alors, si, ils peuvent être quand même certifiés, hein, ces isolants-là. Il existe quand même certaines certifications propres à la paille, notamment, mais c'est valable pour d'autres isolants biosourcés également. Donc, ça peut être subventionné. Mais il est vrai que l'ANA, dans ses dispositifs d'aide, donc comme MaPrimeRénov' par exemple, ne fait pas de distinction entre les différents types d'isolants. Ce qu'ils vont rechercher, c'est surtout la performance, la résistance thermique de l'isolant. Ils vont pas faire de distinction et moduler les primes par rapport aux isolants que vous mettez en place. Et ça va plus se jouer sur des aides locales. Parce qu'il n'y a pas que les aides financières nationales pour la rénovation énergétique. Il existe aussi des aides locales et certaines vont justement privilégier des matériaux isolants naturels biosourcés. Merci. Quelqu'un qui se pose la question de surventiler ses combles en mettant une VMC spécifique comble. Alors non, je vous le déconseillerais, on n'a pas besoin d'avoir une VMC spécifiquement pour ça. En plus, ça va vous rajouter de la consommation électrique, mais vous avez naturellement de la ventilation qui peuvent être faites, notamment avec des tuiles qu'on appelle des tuiles chatières, qui vont générer des courants d'air pour évacuer cette forte chaleur l'été. Et ça consomme pas d'énergie et ça s'évacue naturellement. Pour les endroits non aménagés comme une cave ou un grenier, certes, il faut un renouvellement d'air, mais pas besoin d'avoir un système mécanisé pour ça. Alors, comment combiner l'isolation par l'intérieur et la respiration des murs anciens pour éviter l'humidité? C'est peut-être en lien notamment avec le pisé, par exemple, mais pas seulement. Alors oui, alors ça, c'est tout un sujet, on pourrait faire un autre webinaire, dédié là-dessus. On en a probablement déjà fait aussi, sur le bâtiment ancien, avec, des matériaux constructifs, comme le pisé, le mâche-fer, la pierre. On va pas appliquer tout et n'importe quoi comme isolant et comme revêtement, heu, à cause, notamment de la gestion de migration de vapeur d'eau et donc, on va plutôt mettre des matériaux perspirants, donc perméables à la vapeur d'eau, pour éviter de les détériorer. Mais, on aura l'occasion d'en discuter longuement si vous nous contactez, pour, voir votre projet de plus près. Et de tête, effectivement, il me semble avoir modéré il y a 2, 3 ans un webinaire où on avait fait intervenir l'association Oikos, qui est un peu spécialisée sur
tout ce qui est santé dans l'habitat, tout ce qui est voilà, habitat écologique. Et c'est aussi une structure que vous pouvez contacter pour ce genre de projet. Est-ce qu'il y a un accompagnement de l'ALEC spécifique pour la rénovation orientée confort d'été? Oui, bah, lorsque vous nous contactez, que ce soit par téléphone ou par mail, si votre problématique, c'est le confort d'été, on va vous conseiller là-dessus sans aucun problème. Et lorsque l'on vous reçoit en rendez-vous prolongé, si vous avez un projet de rénovation d'ampleur, on va parler donc des différents gestes qui peuvent être faits, les systèmes, les travaux d'isolation et on aborde toujours cette thématique de confort d'été. On ne peut plus la mettre de côté aujourd'hui quand on souhaite rénover son logement. Alors là, je vais être obligé de faire une sélection parce qu'il y a plein de questions qui sont arrivées. Si tu peux nous dire 2 mots sur l'entretien d'une VMC. Alors ça dépend du type de VMC, si c'est une double flux ou une simple flux, on va pas la nettoyer à la même fréquence. La double flux, il faut changer les filtres, les nettoyer, ça tous les 6 mois généralement. Sinon, il vaut mieux ne pas en installer. Si on ne l'entretient pas, ce sera contre-productif. Une ventilation classique, même si personne ne le fait, ça s'entretient. On peut l'entretenir une fois par an, mais on va être pas mal contraint par le type de gaine que l'on a. Si c'est des gaines flexibles, on ne pourra pas nettoyer les conduits de ventilation, alors que si c'est des gaines rigides, ce sera beaucoup plus simple à nettoyer. Alors pour l'anecdote, moi c'est vrai que je l'avais pas fait pendant quelques années. J'ai fait venir un professionnel qui m'a à la fois nettoyé les bouches, aspiré, je pense nettoyer aussi les ailettes de la VMC et ça a tellement été efficace que j'ai entendu des aspirations beaucoup plus importantes qui se faisaient. Donc enfin en tout cas voilà, ça a dû quand même sacrément être efficace sur les débits d'air. Mmh. On nous demande si les peintures dites isolantes sont efficaces. Les peintures isolantes, pas vraiment, et surtout, il faut faire attention sur quel type de mur on les met en place, et de quoi elles sont constituées exactement. En revanche, il existe de l'enduit isolant qui apporte une certaine efficacité, moindre qu'avec une bonne épaisseur d'isolant de 10-15 centimètres. Mais parfois on ne peut pas mettre en place d'isolation par l'extérieur, donc on va faire le choix de mettre un enduit isolant qui apporte un petit quelque chose. Alors, oui, au niveau de ces procédés, d'ailleurs, à un moment, on parlait du cool roof aussi, de peindre les toits en blanc. C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Moi, j'ai pas vu beaucoup de retours d'expérience. Oui, comme pour les façades, hein, le principe c'est d'avoir des couleurs plutôt claires qui vont réfléchir les rayons du soleil plutôt qu'emmagasiner la chaleur. Hem, pour le coup, en termes d'études, il y a différents sons de cloche pour l'instant, c'est encore, on n'a pas encore de réponse tranchée, j'ai l'impression, sur ce sujet, notamment pour les toitures avec les peintures spécifiques. Alors, je sais pas, là, c'est parce que c'est vrai que ça concerne plus les collègues de la copropriété, mais est-ce qu'on a des modèles de cahier des charges pour les installations de clim en copro? Des modèles de cahier des charges, je ne sais pas, il faudra voir avec nos collègues de la copropriété. Je crois que ça se fait quand même assez peu en copropriété, mais ça va plus être en lien avec la ventilation collective, d'y ajouter un système thermodynamique. Je ne saurais pas vous dire à quelle proportion ça se fait ou pas, étant donné que j'accompagne plus les propriétaires de logements individuels, mais il y a quelque chose à creuser, oui. Hmm. On demande si on a les moyens à la LEC d'accompagner des personnes isolées comme des personnes âgées et d'accompagner les travaux dans la durée. Alors, accompagner les travaux, non, c'est pas notre métier de venir sur place, s'assurer que les travaux soient bien faits. Par contre, on peut vous accompagner dans les démarches en lien avec ça. Selon votre profil, il y a même des structures dont c'est le métier qui vont, vous accompagner au plus près, venir sur place aussi. Je pense notamment à Solia, qui est une association qui a une mission aussi, de service public pour accompagner les personnes les plus modestes dans leurs projets de rénovation ou d'adaptation au logement. Mais sinon, nous, en tout cas, l'ALEC, on ne viendra pas sur place sur le chantier, mais il existe des corps de métier, dont c'est le job, comme des maîtres d'œuvre, par exemple. Hmm. Effectivement. Bon, Annie nous demande si l'enregistrement est accessible à quelqu'un qui n'a pas suivi le webinaire. Je peux répondre oui, puisque ça va être sur la chaîne YouTube. Et donc, n'importe qui peut accéder à notre chaîne YouTube. Vous allez dans la rubrique vidéo et vous les trouverez dans les dernières d'ici. Voilà, bah, de toute façon, ça sera mis en ligne dans la semaine.
Et puis une dernière question. Tac. Si un DPE indique comble très faiblement ventilé, est-ce que ça va aggraver l'inconfort d'été? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça pourrait. Maintenant, il faut voir, hein, chaque cas de figure est différent. Dans ce cas, ce qui peut être intéressant, c'est de surveiller la température, le taux d'humidité dans les combles, parce que s'il n'est pas ventilé au-delà de l'accumulation de chaleur, il peut y avoir une problématique de gestion et d'évacuation de l'humidité. Donc, il faut surveiller ça. Et si on se retrouve avec des taux d'humidité trop élevés, là, pourquoi pas mettre des choses en place pour mieux évacuer cet air, mieux renouveler cet air. Eh bien, merci beaucoup. Comme on a beaucoup de questions et on aura de toute façon pas le temps de tout traiter, ce qu'on vous propose, et on le répète à chaque webinaire, mais c'est de contacter un conseiller énergie-climat. Vous verrez, vous avez un répondeur, un numéro unique, un répondeur. Tapez un pour la métropole, tapez deux pour le reste du département. Et les collègues pourront vous renseigner par téléphone, vous envoyer des docs par mail et éventuellement pour des rénaux d'ampleur, vous recevoir en rendez-vous. On est vraiment là à votre service et justement pour vous permettre de faire les projets les plus vertueux. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toi, Loïc, Merci beaucoup pour ta pour la clarté de ta participation. présentation. Et Merci à on vous vous. dit à très bientôt, sans doute après l'été, pour un prochain webinaire. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée.